En ce jeudi 28 mai, l'info du jour prend donc la direction du Moyen-Orient. Il y a 3 mois, tout juste, le 28 février dernier, l'opération Fury Epic était lancée. Cette offensive massive menée par Israël et les États-Unis, elle était censée neutraliser le régime iranien en quelques jours seulement. Le coup donné a certes été massif. Plusieurs hauts dignitaires du régime, dont le guide suprême, ont été éliminés, mais tous très vite remplacés. Et malgré un rapport de force totalement disproportionné, les Iraniens continuent de faire de la résistance, notamment grâce au blocage d'Ormuz, ce détroit qui s'est imposé comme clé de ce conflit. Bonjour Karim-Émile Bittard, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Un mot déjà de cette date. 3 mois déjà que le conflit a été enclenché et que cette opération Epic Fury, comme le disent les Américains, a été lancée. Au départ, on nous promettait une guerre éclair extrêmement rapide, un coup net et franc contre le régime iranien. 3 mois après, on a le sentiment d'une impasse qui persiste. C'est tout à fait ça. Trump était même persuadé que l'Iran allait capituler en 3 jours. Il l'a écrit noir sur blanc. On se retrouve au bout de 3 mois avec une opération Fureur épique qui ressemble de plus en plus à un fiasco épique. Des dégâts absolument considérables. Personne ne peut prétendre être sorti gagnant. L'Iran a été certes considérablement affaibli, ses infrastructures civiles et militaires, la décapitation de son leadership que vous avez évoqué. Mais le simple fait qu'ils aient tenu pendant 3 mois face à un déluge de fer et de feu leur permet de se poser en régime qui a réussi à résister à une force de frappe massive, la force de frappe la plus considérable de ces 30 dernières années. Les principales victimes sont les populations civiles, comme d'habitude, les populations civiles iraniennes, auxquelles Trump avait promis que l'aide était en route. Il se retrouve avec un régime encore plus radicalisé qu'il ne l'était il y a 3 mois. Et ce qui est affligeant, c'est que tout cela était éminemment prévisible. Si vous aviez demandé il y a 6 mois à un étudiant en première année de sciences politiques qu'est-ce que le régime iranien va faire s'il y a une menace existentielle qui pèse sur lui, si on menace de le faire tomber, on vous aurait probablement dit qu'ils allaient rétorquer en frappant des bases américaines dans les pays du Golfe, en essayant de faire du chantage, en bloquant le détroit d'Ormuz, en affaiblissant l'économie mondiale, en élargissant le spectre du conflit, en activant ses différents alliés et proxys régionaux. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc le problème vient d'une méconnaissance assez dramatique par l'administration américaine du Moyen-Orient, qui s'est aggravée avec l'administration Trump, parce que sur les 195 représentations diplomatiques dans le monde, il y a aujourd'hui 100 postes d'ambassadeurs qui sont vacants. Les décisions sont devenues extrêmement personnalisées. Tout est décidé par Donald Trump et 2 ou 3 copains qui sont promoteurs immobiliers ou qui jouent au golf avec lui. Des décisions prises de façon impulsive, sans écouter les conseils ni du directeur de la CIA, ni même du vice-président et du secrétaire d'État. Je crois que vous avez des mots assez forts, assez durs à l'encontre de Donald Trump. Vous parlez d'improvisation permanente pour qualifier sa stratégie, doublée d'un amateurisme certain. Oui, mais par rapport à ce que disent certains de ses de ses anciens alliés, ça reste light. Ça reste en dessous de ce qu'on pourrait dire. C'est-à-dire même ceux qu'il avait initialement soutenus sont aujourd'hui désarçonnés, se posent des questions sur son équilibre. Avoir embarqué les États-Unis dans une guerre sans avoir le moindre plan, pas seulement pour le jour d'après, mais pour gagner cette guerre, sans avoir de véritable stratégie. On se demande même s'il y a une tactique. Et il est coincé aujourd'hui. Il y a un risque de surenchère. Il voulait en finir, il voulait tourner la page. Et c'est peut-être dans ça qu'on est aujourd'hui, la fameuse surenchère face à l'impasse des négociations, parce qu'on est censé discuter aujourd'hui entre Américains et Iraniens, parvenir à un accord de paix ou au moins accord préliminaire. On nous l'a annoncé pour le week-end dernier. On voit où on en est une semaine après. Et les Américains sont retournés en quelque sorte en arrière, frappant de nouveau massivement l'Iran avec ces bombardements qui ont été menés la nuit dernière, notamment sur la ville côtière de Bandar Abbas. Le régime a, lui, répliqué aussi, annonçant des représailles contre une base américaine. On fait le point en images tout de suite avec Alexandra Quarini. On en reparle juste après. Dans le ciel iranien, une trace de fumée, attestant de la reprise des frappes dans la région. Les Iraniens affirment avoir visé une base américaine. Ils ne précisent pas laquelle, mais le Koweït, qui en abrite une,
et qui est proche du Khouzestan où la vidéo a été filmée, fait état d'attaques sur son territoire. Un regain de tension après qu'un peu plus tôt, Téhéran ait annoncé avoir procédé à des tirs d'avertissement sur 4 navires américains qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz. Les États-Unis, de leur côté, ont déclaré y avoir abattu 4 drones qui représentaient une menace. Et en riposte, ils ont mené une attaque sur une station au sol dans la ville portuaire de Bandar Abbas. Avant ces nouvelles frappes, le président des États-Unis semblait lancer un avertissement avec toute l'ambiguïté dont il est coutumier. L'Iran est très déterminé. Ils veulent vraiment conclure un accord. Pour l'instant, ils n'y sont pas parvenus. Nous n'en sommes pas satisfaits, mais nous le serons. Nous le serons. Soit ça, soit nous devrons simplement finir le travail. Du côté iranien, le discours est ferme. Dans un message publié en farsi et en anglais dans la nuit de mercredi à jeudi, le président de la Commission de la sécurité nationale du Parlement iranien prévenait. L'Iran ne se laissera pas faire par la rhétorique de Trump et ne renoncera pas à ses lignes rouges. Le droit d'enrichir de l'uranium, la possession d'uranium enrichi, le contrôle du détroit d'Ormuz et la levée des sanctions. Il est évident que Trump, cherchant une issue à cette impasse stratégique, alterne entre menaces et appel à un accord. Dans la journée de mercredi, Téhéran déclarait pourtant finaliser avec les États-Unis un accord cadre en 14 points et certains éléments ont même été dévoilés par la presse iranienne. Mais la Maison-Blanche dément et évoque une invention totale. On va aller prendre le pouls justement du côté de Téhéran, voir comment les Iraniens perçoivent la chose aujourd'hui. Eux qui estiment que le cessez-le-feu a été donc violé à plusieurs reprises, eux qui ont annoncé donc des représailles en visant une base américaine. Bonjour, c'est Avosh Ghazi, en direct donc de Téhéran pour France 24. Je crois que les Iraniens, eux, estiment que le rapport de force est dans leur camp aujourd'hui. Absolument. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a 50 jours maintenant, c'est la première fois qu'une base américaine est visée directement par des missiles et des drones iraniens. Donc ça veut dire que l'Iran se sent assez fort donc pour répliquer de manière de plus en plus puissante contre les États-Unis. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit par le nouveau guide suprême iranien dans son message avant-hier. Il a dit que les Américains n'avaient plus la possibilité d'avoir des bases dans la région, des bases militaires dans la région, qu'ils devaient quitter toutes leurs bases, et donc déplacer toutes leurs bases de la région à proximité de l'Iran. Donc c'est une position très ferme. On le voit aussi sur la position dans les négociations, parce que sur plusieurs dossiers, notamment l'enrichissement d'uranium, l'envoi à l'étranger du stock d'uranium, ou le contrôle du détroit d'Ormuz, ou la récupération des avoirs iraniens gelés par les États-Unis, ou la levée des sanctions, la position reste très ferme. L'Iran dit qu'il n'est pas pressé, et donc ce qui explique que après donc les incidents qu'on a pu voir hier, donc d'abord il y a eu donc des tirs d'avertissement contre 4 navires américains qui avaient éteint leur transporteur qui essayait de traverser le détroit d'Ormuz. Donc des tirs d'avertissement qui ont été tirés vers ces navires, qui ont dû rebrousser chemin. Ensuite, il y a eu une attaque américaine contre une cible près de l'aéroport de Bandar Abbas. Et contrairement à la fois dernière, cette fois-ci, l'Iran a riposté de manière plus forte, puisqu'une base américaine a été visée au Koweït. Et les Iraniens menacent de frapper encore plus durement si jamais les Américains recommencent. Et donc, Téhéran se sent en position de force et estime que les États-Unis sont en position de faiblesse dans la région. Merci beaucoup, Siavosh, en direct de Téhéran. Karim Émile Bitar, la question qu'on se pose aujourd'hui, les Iraniens n'ont-ils pas tout à gagner avec ce conflit et inversement, les Américains beaucoup à perdre ? C'est vrai, mais il ne faudrait pas que les Iraniens poussent leur avantage un peu trop loin. Ils ont tendance parfois, parce qu'ils ont tenu bon ces 3 derniers mois, à penser qu'ils peuvent monter encore les enchères, proclamer qu'ils vont monétiser le détroit d'Ormuz, imposer un péage. C'est le point de blocage apparemment dans les discussions qui sont en cours en ce moment. C'est l'un des points de blocage. Ils ont besoin d'argent. Leur économie a été considérablement affaiblie. Le taux d'inflation est très élevé. Le chômage monte en flèche. Donc, ils ont besoin soit d'un dégel rapide des avoirs, et pour cela, ils ont demandé l'aide du Qatar. Le gouverneur de la Banque centrale iranienne était en train de négocier en espérant que le Qatar offrirait une sorte d'avance sur les sommes qui vont être dégelées, les avoirs iraniens, en cas d'accord.
S'il n'y a pas d'accord, ils vont tenter de monétiser le canal de Suez, ce qui serait contraire au droit international. D'ailleurs, tout ce qui se passe depuis 3 mois et même plus dans la région est totalement en dehors des clous. Toutes les normes sont parties en fumée. Mais il ne faudrait pas que les Iraniens pensent que la guerre est terminée. Les États-Unis seraient tout à fait capables de s'entêter, de prolonger encore, de monter de leur côté les enchères. C'est vrai que Trump a des échéances importantes en politique intérieure, pas uniquement les midterms souvent évoqués, mais la Coupe du monde de football, le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance. Il y a même son propre anniversaire, le 14 juin. Il est en train de préparer sur la pelouse de la Maison-Blanche un immense tournoi d'arts martiaux. C'est un peu surréaliste. Il souhaitait tourner la page de cette guerre avant, mais il serait tout à fait capable de continuer. Et quand on regarde l'histoire des relations internationales, la guerre du Vietnam a commencé, on pensait que ce serait une expédition rapide, et ça a duré 19 ans. Il y a le coût de cette guerre, évidemment, qui est mis en avant côté américain. Certains analystes parlent déjà de 50 milliards de dollars. Il n'y a aucun chiffre officiel, hein. Évidemment, on se garde bien de communiquer là-dessus. Les estimations relayées par la presse américaine parlent plutôt de 24 à 35 milliards de dollars. C'est quand même 9% du PIB iranien. Ce n'est pas rien. On sait que ça pèse dans la balance américaine. Il y a de vraies craintes qui sont exprimées dans la région. Il y a le Koweït qui a réagi il y a quelques instants, qui dénonce une escalade dangereuse après donc ces frappes attribuées à l'Iran. Ce matin, est-ce que vous pensez qu'on va aller vers une escalade, une nouvelle escalade, ou qu'au contraire, on est en train d'essayer de faire pression sur les Iraniens, je parle évidemment des Américains, pour obtenir ce gain de cause? Alors, pour ce qui est des pays de la région, des pays du Conseil de coopération du Golfe, eux étaient en train plutôt de pousser vers une désescalade. Même les Émirats arabes unis, qui étaient considérés comme les faucons dans la région, ceux qui étaient les plus proches d'Israël et des États-Unis, qui voulaient en finir avec le régime israélien, avec le régime iranien. Hier, ils ont envoyé un message disant qu'ils allaient entamer une nouvelle politique visant à une désescalade progressive avec l'Iran. Tous les pays du Golfe se sont rendus compte que malgré les investissements massifs qu'ils ont effectués aux États-Unis, on parle en milliers de 1000 milliards de dollars, des trillions de dollars, malgré leur lien business avec la famille Trump, ils ont eu le sentiment qu'ils n'étaient pas suffisamment protégés. Leurs territoires se sont fait attaquer et ils vont forcément chercher à diversifier leurs partenariats après cette guerre. C'est pour cela que les Chinois, même si à court terme ils souffrent économiquement parce qu'ils sont les principaux importateurs de ressources énergétiques iraniennes, à moyen terme, les Chinois pourraient sortir gagnants. Et le Financial Times a eu une belle formule hier en disant aussi bien Trump que Poutine ont commis les mêmes erreurs, une surextension, et c'est la patience stratégique des Chinois qui pourrait leur permettre de l'emporter à long terme. On n'a pas encore parlé d'Israël et de ce qui est en train de se jouer au Liban, et c'est l'actualité qui nous rattrape à l'instant. On apprend que l'armée israélienne vient de mener des frappes ciblées sur Beyrouth. L'armée israélienne qui annonce avoir touché la capitale libanaise. Je rappelle qu'il y a un cessez-le-feu là-bas aussi en cours, et que depuis ce matin, ça bombarde fort sur le sud du pays. Voilà, vous voyez ici ces images en direct, et ce seront sûrement les images de l'après-midi. On va beaucoup s'intéresser à ce qui se joue au Liban. 14 morts au moins déplorés depuis ce matin, dont des enfants. C'est la ville de Tyr essentiellement qui a été frappée. Donc maintenant, de nouveau, la capitale, l'armée israélienne, elle, n'est absolument pas prête à renoncer à ses plans. C'est ça, ce cessez-le-feu n'a jamais été respecté en ce qui concerne le Liban, même si les États-Unis avaient initialement tenté de restreindre Israël, d'exiger au moins que Beyrouth ne soit pas frappée. Netanyahou a très mal pris l'ébauche de rapprochement entre les Iraniens et les Américains, et on a le sentiment qu'il s'est défoulé sur le Liban, craignant que dans 2 ou 3 semaines, Trump ne lui impose de mettre un terme à cette guerre. C'est une réponse aux Américains, là, ce qu'on voit là aujourd'hui? C'est un peu une réponse aux Américains, c'est une tentative de faire le plus possible de dégâts avant qu'un éventuel accord ne se dessine, mais ça dépasse les bornes. Tyr, c'est une ville symboliquement extrêmement importante, c'est l'une des villes les plus anciennement
habité dans l'histoire de l'humanité. Millénaire. Il y a Byblos, Alep, Damas, quelques autres villes, mais Tyr, symboliquement, ce serait comme parler de Marseille en France. Demander à des centaines de milliers de personnes d'évacuer leur domicile en 2 temps, 3 mouvements, cibler une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, alors que les objectifs stratégiques sont loin d'être clairs. Les soldats israéliens disent eux-mêmes, dans la presse israélienne, on a le sentiment qu'on nous envoie démolir des maisons, démolir des bâtiments, sans qu'il n'y ait de véritables objectifs stratégiques. On parle d'éradiquer le Hezbollah, mais on voit que le Hezbollah semble toujours présent et même renforcé. Officiellement, on parle d'infrastructures du Hezbollah, effectivement visées dans le sud du pays, et notamment à Tyr. Mais je vais citer aussi le ministre Bezalel Smotrich, qui parlait ce matin après l'annonce d'un 24e mort au sein de l'armée israélienne, une jeune soldate âgée de 20 ans, qui a été visée à la frontière par un drone explosif attribué au Hezbollah. Il a répondu ceci: à chaque soldat qui décédera, on ira raser 100 bâtiments, 100 immeubles à Beyrouth. Ça peut être une forme de réponse qui est en train de se concrétiser encore. Oui, vous touchez là au point le plus sensible, c'est celui de l'inégalité des vies. Il y a tout un courant idéologique en Israël qui considère qu'on ne peut venger une vie israélienne qu'en faisant couler le sang de 1000 victimes palestiniennes ou libanaises. On est dans une logique de punition collective qui, dans le droit international, est considérée comme un crime de guerre. C'est un peu ce qui se passe depuis le 7 octobre, des réactions tellement disproportionnées qu'ils en viennent à nourrir le radicalisme qu'ils prétendent combattre. Le Hezbollah était au plus bas de sa popularité il y a 3 mois. En raison de son aventurisme, en raison de son lien organique avec l'Iran qui commençait à gêner même ses propres partisans. Et c'est en train de changer, ça ? Il n'est pas en train de reconquérir les cœurs et les esprits dans des autres communautés libanaises, mais chez sa propre base. Ceux qui voient leur village détruit, leurs cousins avec lesquels ils sont peut-être en désaccord, mais qui sont membres du Hezbollah, se faire liquider les uns avec les autres, avec les dommages collatéraux, les victimes, les familles, les enfants, les mamans, etc. Il finit par se recréer un esprit de corps. Donc l'enjeu pour l'État libanais était de parvenir à réintégrer la communauté chiite dans le giron de l'État pour progressivement affaiblir le Hezbollah, le désarmer, restaurer la souveraineté de l'État. Ce qui est en train de se passer en raison de cette démesure israélienne, en raison également du fait que les Iraniens ne veulent pas lâcher cette carte et continuent d'envoyer de l'argent, continuent de mettre le Hezbollah en selle, et que ce sont aujourd'hui les gardiens de la révolution iranienne qui gèrent directement les opérations. C'est l'effet inverse, c'est une radicalisation, une polarisation intense qui menace la survie même du Liban, son unité, sa souveraineté, son intégrité territoriale. Et les voix qu'on avait l'habitude d'entendre sont aujourd'hui marginalisées. Historiquement, il y avait essentiellement la France et le Vatican, parfois un peu l'Arabie Saoudite qui défendaient la souveraineté de ce pays. Aujourd'hui, les États-Unis n'entendent ni les conseils de la France, encore moins ceux du pape Léon que Trump attaque et injurie tous les quelques jours. Et même les Saoudiens commencent à prendre leur distance avec l'Amérique, alors même qu'ils étaient très proches de normaliser avec Israël avant le 7 octobre. Les Iraniens, on n'est plus avec Siavosh Ghazi, mais les Iraniens qui, depuis le début de ce conflit, n'ont pas lâché le Hezbollah libanais, ont à chaque fois remis sur la table le fait qu'il fallait que les combats cessent aussi au Liban. Est-ce que ça peut tenir dans le temps ? Ça, c'est l'un des principaux points d'achoppement dans les négociations américano-iraniennes. L'Iran exige que le cessez-le-feu couvre tous les fronts pour pouvoir précisément dire à ses alliés régionaux: on n'est pas en train de vous lâcher en race campagne. Le Hezbollah a engagé ses forces et a entraîné le Liban tout entier dans cette guerre pour défendre les intérêts iraniens, pour venger l'ayatollah Khamenei. Donc l'Iran essaie de montrer sa reconnaissance. Ils leur promettent même 10% des éventuels avoirs qu'ils vont réussir à dégeler. S'ils arrivent à dégeler les 12 ou 24 milliards, ça fait quand même 1,5 milliard ou 2 milliards pour le Hezbollah, ce qui le confortera encore sur l'échiquier politique intérieur libanais. Donc ce qui est d'autant plus triste, c'est qu'avant cette guerre, l'État commençait enfin à vouloir
restauré son autorité, son prestige, qu'on avait recouvré une certaine unité nationale, qui avait de nouveaux dirigeants qui étaient dans un état d'esprit plutôt réformateur. Et aujourd'hui, on est face à un nouveau risque d'implosion du Liban, de fragmentation, de chaos. Et rien ne laisse penser que les États-Unis vont mettre des lignes rouges. Pour le moment, Israël semble avoir une carte blanche, un soutien, comme d'habitude, aveugle et inconditionnel des États-Unis. Voilà, aveugle. Le plan aveugle de l'ennemi, c'est ce qui est dénoncé à l'instant par Mojtaba Khamenei, le guide suprême iranien qui prend la parole cet après-midi après cette reprise des frappes américaines. Il affirme que les États-Unis et Israël cherchent, je le cite, à mettre la nation iranienne, bien sûr, à genoux. Les Iraniens qui mettent en avant ce risque, l'escalade, le Koweït en parlait ce matin, cette accélération, en tout cas verbale, est-ce qu'elle risque de se matérialiser encore un peu plus dans les heures qui viennent? On attend le réveil de Trump. En général, c'est à cette heure-là qu'il se réveille et qu'il tweet. Mais on en est là aujourd'hui. On est suspendu à ce qu'il dit au réveil. Donc, c'est quand même, ça nous montre un petit peu le niveau d'impréparation et la façon très floue dans laquelle on avance aujourd'hui. Exactement. Si les Iraniens se lancent eux aussi dans cette escalade, c'est parce qu'on leur a clairement fait comprendre qu'on voulait faire tomber le régime. C'est du moins le discours israélien. Même si Trump parfois dit qu'il s'accommoderait d'un nouveau dirigeant qui pourrait faire un deal avec... Et c'est pas le cas, ça, pour les Américains, parce que les Américains, on a l'impression que quel que soit le leader iranien, s'il y a un deal à faire, on le fera. Trump est plutôt dans cette logique-là. Il avait dit, s'il y a un ayatollah avec lequel je peux faire une joint venture sur le détroit d'Ormuz et nous partager les recettes, c'est très bien. Sauf que c'est pas le cas, donc c'est ça qui bloque. Il a présenté Ralibaf précédemment, ils avaient pensé à Larijani, mais penser que dans un pays comme l'Iran, on pourrait faire un scénario à la vénézuélienne, trouver une sorte de Delcy Rodriguez qui serait flexible, malléable, qui ferait ce qu'on lui dirait, qu'il n'y aurait pas de trouble, c'est pas très réaliste. Donc les Iraniens ont le sentiment que leur régime joue sa vie, sa survie, et donc ils vont utiliser tous les moyens dont ils disposent. Et ce réseau de proxy a été conçu pour ça. C'était une assurance vie pour le régime iranien. Donc lorsque Israël et les États-Unis ont déclenché ces frappes contre l'Iran il y a 3 mois, ils auraient tout à fait pu deviner que le Hezbollah allait demander à ses alliés libanais et autres d'élargir le spectre du conflit. C'est pour cela que l'escalade pourrait perdurer. L'Iran pourrait encore mobiliser des milices irakiennes qui sont peut-être pas aussi bien structurées, aussi idéologiques que le Hezbollah, mais qui sont nombreux. Il y a toujours les Houthis. Et l'arme économique continue de faire des dégâts. La confiance dans les pays du Golfe il faudra beaucoup de temps pour la restaurer. Il s'était présenté comme un oasis de stabilité dans une région en proie au chaos. Aujourd'hui, les Émirats arabes unis voient leur économie lourdement affectée. C'est vrai pour tous les autres pays voisins. Pour Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, la priorité, c'était le développement économique, la sécurité, la libéralisation de sa société. Il voit aujourd'hui tout cela remis en cause par une guerre contre laquelle ils avaient mis en garde, alors même qu'ils avaient considérablement aidé Donald Trump. Donc c'est pour cela que cette guerre est contre-productive, aussi bien pour les peuples de la région, pour la population iranienne et pour les États-Unis eux-mêmes. Elle peut venir d'où, la sortie de crise, selon vous? D'Ormuz, des Iraniens, pas du Liban, vu ce qui se passe en ce moment? Le deal n'est pas si irréaliste que cela. C'est-à-dire que les Iraniens, pour justement survivre, comme ils ont un seul objectif, une seule priorité, la survie du régime, ils seraient prêts à faire des concessions considérables sur l'uranium enrichi, par exemple. Ils ont proposé, même avant la guerre, que ces 440 kilos soient cédés à une partie tierce. Mais on voit bien qu'on n'est plus en train de jouer là-dessus en ce moment. On nous parle essentiellement plus que du détroit d'Ormuz. C'est la triste ironie de l'histoire, ce détroit d'Ormuz qui était grandement ouvert il y a 3 mois. Aujourd'hui, le nouvel objectif de la guerre, c'est de réouvrir le détroit qui était ouvert. Mais quand bien même on trouverait une solution là-dessus, les problèmes de fond qui sont le nucléaire, les balistiques, les proxys, n'ont pas été réglés. Donc Trump passait son temps à critiquer Barack Obama qui avait signé un deal en 2015, mais l'accord nucléaire qu'avait signé Obama était beaucoup plus solide sur le dossier nucléaire. On pouvait lui reprocher de ne pas avoir inclus
exclut les proxys, de ne pas avoir fait le lien entre l'extension de puissance iranienne dans la région. Mais sur la question nucléaire, les Iraniens ont fait des tonnes de concessions, 3,67% maximum, divisé de 2/3 leur nombre de centrifugeuses, accepté des inspections inopinées de l'AIEA. Et unilatéralement, en 2018, c'est le péché originel, Trump décide de déchirer un traité qui était multilatéral, qui impliquait l'Europe, les Nations Unies. De meilleure qualité, oui. Ça, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. On en est là aujourd'hui. Les Américains, à l'instant, l'armée américaine qui réagit, qui dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu après des frappes attribuées à l'Iran contre le Koweït, donc contre des bases américaines. Jusqu'ici, Trump a toujours dit et redit, il n'y a pas de violation de cessez-le-feu. Nous, on fait des frappes défensives. Les Iraniens disaient, il y a violation. Maintenant, tout le monde dit la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va forcément vers une escalade? Ce n'est pas exclu parce qu'il y a des enjeux de politique intérieure aux États-Unis qui jouent un rôle. Trump commence à se faire critiquer sur sa droite, à se faire présenter comme faible par certains de ses anciens alliés, Ted Cruz, Lindsey Graham, Mike Pompeo, l'ancien patron de la CIA. Il est obsédé par apparaître comme celui qui est aux commandes, celui qui est l'homme fort, etc. Donc, il devra prendre cela en considération. Il est dans une logique assez binaire. Le monde, pour lui, il y a des winners et des losers. Il veut absolument être un winner. Aujourd'hui, 3 mois après, tout le monde est sorti perdant de cette guerre. Personne ne peut se proclamer vainqueur, mais il y a en tout cas les principaux perdants, les populations libanaises et la population iranienne. Il va peut-être se quitter là-dessus, sur ces images de Beyrouth, où apparemment c'est un appartement du sud de la banlieue de la capitale libanaise qui a été pris pour cible en ce début d'après-midi par l'armée israélienne en direct pendant cette séquence de l'info du jour. Merci beaucoup Karim Emile Bitar, vous étiez notre invité aujourd'hui. Merci pour votre éclairage.